Début 2024, j'ai décidé que le toit de mon garage ne pouvait plus attendre d'être réparé. Rongé par l'eau et secoué par le vent, il menaçait de s'effondrer. J'ai donc démarré les travaux, et pour mieux comprendre cette nouvelle étape, je vous invite à visionner la vidéo précédente si vous ne l'avez pas encore fait. Actuellement, nous déroulons avec Joe la bâche anti-pluie. Mais il y a un gros inconvénient à notre nouvelle charpente qui permet de créer ce magnifique ciel ouvert, le poids. En effet, tout le poids de la nouvelle charpente repose sur une seule ferme. Et une ferme, c'est cet assemblage du toit en forme de triangle qui permet de résister à la charge des tuiles et du bois. Ici, nous avons dû étayer un côté car le bois laissait apparaître de fortes suspicions de pourriture avancée dans la partie posée dans le mur. Cette partie est appelée un raimur et souvent en rénovation, c'est la partie que l'on constate la plus abîmée. J'ai déjà vu des fermes s'effondrer sans crier gare, donc je préfère sécuriser notre travail. Et ce n'est pas fini. J'ai démoli toute la longueur des murs qui reçoivent la sablière. Donc c'est un simple chevron sur lequel on a pu venir fixer tous les autres chevrons de la charpente tout en suivant la pente du toit. Et comme vous le voyez, j'ai commencé à rebâtir en pierre. Ce sera plus beau que ce qu'il y avait auparavant, une simple génoise en tuiles tout abîmée. Par contre, il est temps pour un certain poteau de subir un très gros rafraîchissement en bonne et due forme. De base, je l'avais fait pour expliquer comment faire un poteau rond en béton en vidéo, mais maintenant il encombre le projet de jardin et l'échafaudage. Bon, il est temps pour lui de rejoindre les méandres de l'oubli. Né poussière, poussière tu redeviendras. Et ce sera à grands coups de burin que je vais lui déglinguer la membrane. D'ailleurs, ça me permet de vous présenter l'autonomie de ce genre de bécane. Une batterie dure environ 40 minutes et j'ai démoli tout ce qu'il restait du poteau de ce que vous voyez, et tout en triant l'acier du béton. Se rend bien compte que les armatures sont parfaitement réutilisables, car je ne fais que dépouiller méthodiquement celui-ci de tout résidu de ciment. A l'inverse, quand arrive le moment de démolir la base carrée de ce poteau, je suis obligé de sortir l'artillerie lourde, donc le TE 1500 de chez Liti, pour ne pas abîmer son petit frère le TE 500. Super de pouvoir démolir moi-même ce que je vous ai présenté il y a quelques années de ça. Ça me permet de montrer l'efficacité des techniques et ça montre bien comment en 2 heures de temps j'ai démoli un travail qui m'avait pris plus d'une journée à réaliser. Mais revenons-en à notre charpente. Le poteau gênant en béton est démoli. Je peux démonter le platelage du chéneau en zinc pour qu'on puisse travailler. Le chéneau, donc c'est cette bande de métal en zinc qui récolte toutes les eaux de mon toit. Je vais devoir la refaire, mais pour le moment on fait au plus pressé. Je ne peux pas le découper ni l'enlever de suite car il y aurait beaucoup trop de risques d'infiltration dans ma maison. D'ailleurs, on arrive à la situation qui va commencer à bloquer le chantier, le poids du toit. Alors écoutez bien, c'est très important. Quand vous ferez votre toit chez vous ou avec des amis, dites-vous bien une seule chose, c'est que le jour où vous allez vouloir faire ce toit, il va tomber des cordes, sa mère, comme jamais vous avez vu ça. Et vous allez vous retrouver à bâcher en urgence pour éviter de pourrir tous vos bois.
J'adore la charpente, c'est tellement proche de la maçonnerie. Mais regardez-moi ce bordel, et en plus, il n'y a que des rafales devant. J'ai été obligé d'agrafer comme je pouvais par endroit. Regardez, j'ai tout ce tronçon là. Là, je suis bloqué. Et monter sur une pente comme cette partie-ci là, franchement, c'est impossible de tenir la pente, elle est beaucoup trop serrée. Voilà, il pleut des cordes. Vive la charpente. Quel bordel. Comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, ma nouvelle charpente s'appuie sur une seule ferme qui encaisse une sacrée surcharge. Mais c'est sans compter le poids des tuiles que j'envisage de remettre sur le toit. Alors c'est officiel, on arrête de rire, je vais pas poser la couverture avant d'avoir trouvé une solution pour soulager ma charpente. Quand je vois tout le travail accompli à ce stade-là, car je n'ai pas pu tout filmer, ces parties de ponçage des bois, le lasurage avec la famille, et rien que de finir de sceller les têtes de mur avec le nettoyage du chantier, ça m'a pris un temps de fou. Et lorsque j'ai pu rendre l'échafaudage que m'avait prêté Jo, ça m'a donné le temps de décider de ce que je voulais faire pour la suite. Et pour la suite, c'est très simple. L'idée de ce garage a toujours été de pouvoir y créer un puits de lumière intérieur pour y investir un grand espace végétalisé, avec du bois et de la pierre pour rester dans l'esprit de ma maison. Du coup, je vais diviser l'espace en deux pour distinguer la partie jardin de la partie atelier. Je vais donc créer un mur sous la ferme à soulager. Ça ne représente pas non plus une véritable surcharge, car si l'on observe bien, la ferme était déjà appuyée sur un poteau en bois, et ce même poteau était posé sur un simple plot à même le béton. Et de l'autre côté, la ferme était posée dans le mur de ma maison, celui dont je vous parlais au début. Mais effectivement, c'est la partie la plus endommagée, et je dois envisager qu'elle n'appuie sur rien ici. Du coup, ma solution que j'ai trouvée est de construire un mur qui sera suffisamment épais pour monter à 3 mètres de haut pour pouvoir soutenir la ferme, suffisamment facile à employer pour envisager des enduits de finition cohérents avec le mur qui lui fait face. C'est ce même mur en faux colombage réalisé avec mon père. Cela sera très beau, je pense, et pour communiquer avec mon atelier, je vais laisser une ouverture de passage en bord de mur. Et pour finir, je me dis que cela serait vraiment dommage de ne pas y faire une cuisine d'été dans ce jardin, et de toute façon ce mur est beaucoup trop massif. Je décide d'y intégrer une immense ouverture en vraie pierre cette fois-ci. Elle fera 3 mètres de longue. Elle sera surmontée d'une arche en brique ancienne pour ajouter de la couleur. Évidemment, tout cela va augmenter la charge de travail, mais encore une fois, si je ne le fais pas en suivant, je ne le ferai pas avant plusieurs années. Je me connais trop bien pour ça. Donc tant pis, je continue sur la lancée. Je réorganise tout mon garage pour commencer à dégager de l'espace de travail. Déjà, je vais commencer par consolider le poteau qui soutient la ferme, celui-là même qui est posé sur un simple dé en béton, et ça va me permettre de redonner une cohérence à ce recoin. C'est pas encore ce qu'il va devenir de ce mur, mais par contre je peux en profiter pour finir d'enduire ce mur de chaux sur lequel j'avais réalisé un gobelet. D'ailleurs le petit mur sur lequel je rebâtis de la pierre, je sais pas encore ce qu'il va devenir, mais c'est pas grave. 12 pelles de sable, un sac de gravier, un seau de multibac. Toujours est-il que je vais en profiter d'être dans les mortiers pour finir d'enduire ce mur de chaux sur lequel j'avais réalisé un gobelet. Encore une fois, il y a des années, je vous avais fait une vidéo sur ce sujet-là, donc ça prouve bien que si je ne finis pas le travail en suivant, je mets vraiment beaucoup de temps à m'y remettre. Comme vous pouvez le remarquer, ce mur avait de sacrés trous, mais le gobelet a permis de bien l'assainir depuis le temps, car il était vraiment très humide de base. Et là je réalise un dressage à la chaux en plusieurs passes. Le mortier est dosé à 3 volumes de sable 0,4 mm pour un volume de chaux.
Le plus important est de ne pas chercher à tout reboucher d'un coup, c'est impossible. Il suffit de boucher les plus gros trous avec des chutes de pierre, et le lendemain, terminer le travail de dressage avec une dernière passe de mortier. Je vous préviens, c'est toujours pénible de travailler à la chaux. Personnellement, moi j'aime pas ça parce que franchement, ça brûle le moindre bout de peau qui est exposé. Donc voilà pour la séance enduit, mais il est temps pour nous de partager un petit moment avec mon neveu Lenzo, qui lui par contre est toujours aussi heureux de travailler avec son oncle. Du coup, il m'aide à trier et nettoyer les futures tuiles du toit que j'ai pu trouver d'occasion près de chez moi. Puis, après avoir organisé et vidé le garage, on a voulu se projeter la taille de la future ouverture cintrée, car entre temps j'ai emprunté un gabarit de coffrage à mon ancien patron. Mais pour le mettre en place, il n'y a rien de tel que d'appeler celui que tout le monde reconnaît à son sourire indéfectible, celui qu'il éprouve quand son père le guette à la sortie du lit à 12h, le meilleur aux yeux de son papa. Je n'en ai qu'un. Celui-là, mon fils. Hein? Tu vas faire quoi avec? Là, si tu veux, ça va faire une grande arche, tu vois. C'est-à-dire que ça va venir exactement dans l'axe de cette grande ferme là, tu vois. Donc une fois le gabarit posé avec son créateur, je rends congé à Ethan. En attendant, moi, je me rends mieux compte de l'espace que je souhaite créer. Pour moi, ça va être magnifique. Du moins, je l'espère. Et pour que ce soit le cas, il faut vraiment pour ça que j'aille trouver un fournisseur exceptionnel dans un lieu exceptionnel. Donc ce sera au supermarché du maçon, chez mon ancien patron, Alain. Pour les plus anciens sur ma chaîne, j'avais déjà parlé de cet endroit magnifique. Avec son burin plat là. Avec son burin plat, il est venu chasser tout ça là. En fait, on voit il y a presque 5 mm entre chaque impact, évidemment. Et ça, c'est les faces extérieures. Donc là, on continue. Ah. Donc on est chez mon ancien boss, Alain. C'est bien lui l'animal qui a engendré ce que je suis devenu actuellement. Un autre animal fasciné par la beauté de ces matériaux torturés par les années et mis consciencieusement sur le banc de touche au fond d'un parc, à l'abri d'une simple tôle, attendant qu'un nouveau compagnon en perdition ne tombe sur leur route et les emmène vers un nouveau foyer. Ça tombe bien, c'est tout à fait ce que je cherchais, une clé de voûte en pierre en déperdition, attendant son nouveau papa. Elle ira parfaitement pour mon arche en brique, et à peine le début de nos recherches, je tombe dessus sur le bord du chemin. Avec le chariot élévateur, on commence à mettre sur palette toutes les pierres que j'ai sélectionnées, et vous aurez du mal à me croire, mais c'est vraiment le moment que je préfère dans tous ces travaux, car pour moi ce ne sont pas simplement des pierres que l'on pose au hasard. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai réalisé un croquis de ce à quoi devrait ressembler mon ouverture, et je sais précisément quel type de pierre il me faut, quelle longueur, quelle épaisseur. Je ne vais pas choisir des pierres noires ni jaunes, car ce n'est pas du tout le style de ma maison, et encore moins de pierres parfaitement taillées. Ici, je cherche vraiment des pierres usées, marquées par le temps.
plat. C'est à plat. Oui, à plat. Bah, évidemment. Ouais, tu sais pas, et j'ai fait toute la manœuvre. Tu te fais peur, là. Ah bah. Et tu sais pourquoi? C'est le manque de formation. Il a été tellement dégueulasse, on est bon à rien maintenant. Non, c'est pas ça, c'est que moi j'ai jamais formé, je suis déformé. Bon, ouais. Allez, je te bah, ça y est, t'as tout là. T'as jamais vraiment formé. T'as tout? Ouais, on va mettre les briques. Et voilà. Et pourquoi? À partir de là, je sais que je pourrais faire quelque chose d'original. D'ailleurs, l'idée d'utiliser de grosses briques épaisses ne vient même pas de moi, mais d'Alain. Car évidemment, il a toujours des idées farfelues qui me plaisent. Je suis son meilleur public, et en plus il a bonne mémoire car il y a de ça des années, j'avais stocké sur son terrain des vieilles briques en terre cuite que j'avais sorties du sol de ma cuisine quand ma maison était en ruine. N'ayant pas de place pour les garder, Alain avait accepté de les garder chez lui, et finalement, on se retrouve à les réutiliser chez moi, non pas pour du sol, mais pour une bâtisse. Alain, lui, me conseille de faire une arche régulière avec ces briques. Leur largeur, en plus, c'est vrai, correspondrait parfaitement à l'intrados envisagé pour ma voûte. Mais si je les pose régulièrement, cela créera un aspect régulier à l'ensemble. Certes, l'extrados me faciliterait la bâtisse du mur, mais il y a un truc qui ne me plaît pas. C'est un peu trop banal, selon moi. Comment vais-je faire pour rendre cette voûte encore plus originale ? Faut lever un peu, ça t'arrive. C'est toi qui l'as trouvé. 16, 20, 20 à une quarantaine encore. Ouais. Allez, on retrouve. Allez. Dans l'autre sens là? Tu l'avais pas mis dans l'autre sens? Ouais, mais c'est pas bon. Là, c'est mieux. Évacuation. Bon! Eh bien, en attendant de trouver une idée, je vais continuer d'organiser mon petit garage et terminer l'échafaudage qui me servira à bâtir mon mur. Et c'est certain, dès que les blocs seront livrés, je vais avoir un travail de dingue. Mais dans quoi je me suis encore lancé? Gast. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, likez et commentez la vidéo si ça vous a plu. Adi chats.